Bienvenue au podcast de Label Mariage. Ici, nous informerons les futurs mariés et ferons briller les meilleurs fournisseurs de Québec. Conseils, astuces, tendances mariage, on vous dit tout. C'est parti pour un nouvel épisode de Label Mariage. Aujourd'hui, on reçoit un duo familial qui respire la passion de l'hôtellerie et du service haut de gamme. Marie-Soleil et Gontran, père et fille. Ils travaillent tous les deux dans des établissements prestigieux, Entourage sur le lac et le Château Bonne-Entente, deux lieux merveilleux pour des mariages dans la région de Québec. Ensemble, ils nous parlent des coulisses des grands mariages à l'hôtel, de leur complicité professionnelle et de leur vision du service parfait. Allô Anne-Marie! Salut Marie! Comment ça va? Ça va super bien, toi? Ça va bien. On a la chance aujourd'hui de recevoir Marie-Soleil et Gontran. Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien, merci les filles. Ça va extrêmement bien, merci. Merci de nous accueillir d'ailleurs. Bien, merci d'avoir accepté notre invitation. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet parce que là, c'est de père en fille. Hein? On reçoit le père et la fille. Comment votre parcours respectif vous a mené, vous deux, dans le domaine de l'hôtellerie? Marie-Soleil, veux-tu commencer? Bien, je te laisse commencer. Avec plaisir. Moi, c'est plus un prolongement de ton histoire à toi. Bon, avec plaisir. Alors moi, j'ai commencé, c'est fou des fois la vie, comment ça peut te diriger vers des endroits où tu le pensais pas finalement. J'ai reçu un appel d'un ami qui travaillait dans un restaurant sur la rue du Trésor. Il y avait une pizzeria dans le temps. Et puis, j'avais 16 ans. Puis il m'a dit, Gontran, on a besoin d'aide. Veux-tu venir nous aider? À ce moment-là, j'ai dit, ben, Richard, moi, j'ai jamais fait ça, de la pizza. Il dit, tu vas apprendre, puis ça sera pas long, puis on va avoir du plaisir. Alors, je me rends, je m'y rends. Et puis, peu de temps après, très peu de temps, là, parce que sans le savoir, j'avais de la facilité. J'ai commencé à faire de la pizza et puis je me suis mis à aimer faire de la restauration. J'étais alors au Cégep Garneau. J'ai décidé de me réorienter complètement pour m'inscrire à l'ITHQ, pour finalement aller étudier à Montréal 3 ans à l'ITHQ, pour faire des stages également, 3 ans d'études, des stages également après nos 10 mois d'études. On avait 2 mois de stage obligatoire non rémunéré, et j'insiste sur le non rémunéré, puisqu'aujourd'hui, moi, à l'hôtel, j'accueille des stagiaires. J'en ai un en ce moment. Et celui-ci vient avec moi seulement quelques heures par semaine. Alors, bon, ça fait partie de ses cours. Il n'est pas rémunéré, mais lorsqu'on a des stagiaires à temps plein, ils sont rémunérés, ce qu'on n'était pas dans le temps. Fait que là, c'était vraiment des passionnés. Alors, il fallait vraiment que tu aimes ça parce que tu étudiais 10 mois, tu faisais ton stage de 2 mois, puis il fallait que tu travailles durant tes 10 mois parce qu'il fallait que durant ton stage, tu continues de payer ton appartement et autres, et autres, et autres. Alors, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait des stages au Ritz-Carlton, le premier stage au Ritz-Carlton qui m'a donné le goût de travailler dans des hôtels de luxe avant les rénovations du Ritz actuel. Et puis ensuite, je suis allé m'exiler à Saint-Anne-de-la-Pocatière pour faire un stage dans une auberge. Donc, je voulais connaître l'hôtellerie, je voulais connaître l'aubergerie également, puisque c'est complètement différent. Tu fais tout dans une auberge, puis c'était plus segmenté dans un hôtel comme le Ritz-Carlton. Et puis, c'est là que j'ai connu la mère de Marie-Soleil. Alors, ça fait bientôt 40 ans qu'on est ensemble. Et puis, lorsque je suis revenu, j'ai fait mon stage de fin d'études au Hilton. Et puis, j'ai jamais lâché l'hôtellerie depuis tout ce temps-là. Alors, Hilton, aujourd'hui, ce qui s'appelle le Delta, 5 ans, 15 ans au Loews Le Concorde, qui est maintenant le Concorde. Ça appartenait à une chaîne hôtelière américaine avant, le Loews. Et puis, je suis dans ma 18e année à l'hôtel La Bonne-Entente. Alors, c'est un peu mon parcours dans le milieu. Alors, ça fait longtemps que je mets la main à la pâte pour revenir à ma première expérience. C'est bon, ça. J'adore. Ben moi, on peut dire que j'ai suivi les traces de mon père là, sans le vouloir, parce que moi, mon frère est paramédic. Fait que c'est pas parce que tu as un parent qui fait quelque chose que toi, automatiquement, tu tombes dedans, mais je suis vraiment tombée dedans quand j'étais jeune. À l'époque où toi, tu étais au Loews, le Concorde, tu faisais des fins de semaine de garde là, au mois ou 2 mois. Fait que moi, à tous les mois ou presque, je passais la fin de semaine au Loews, le Concorde. Fait que moi, j'ai été élevée dans les corridors de service puis sur les comptoirs de cuisine là, au Loews, le Concorde. Fait que vraiment, j'ai grandi là-dedans puis j'ai eu la piqûre rapidement. Moi aussi, j'ai que fait ça. Là. J'ai eu mon premier emploi en hôtellerie puis en restauration à 16 ans. Puis là, j'ai tout fait par la suite. Puis j'ai fait mes études aussi à Montréal, pas à l'ITHQ. Je voulais faire mes études en anglais. Fait que j'étais allée au Collège La Salle pour les faire.
en gestion d'un établissement de restauration. Puis j'ai aussi mon DEP en cuisine professionnelle. J'ai été capable de parfaire aussi mes connaissances en sommellerie, notamment avec mon stage à Bordeaux pendant plusieurs mois, mon stage de fin d'études. J'ai eu la chance aussi d'être mentorée par François Chartier plusieurs mois. Ça, j'ai eu accès à ce programme de mentorat-là suite à une bourse là, que j'ai remporté les Grands Prix de la relève en hôtellerie, tourisme et restauration en 2014, je pense. Fait que ça m'a ouvert plusieurs portes, mais tu sais, dans mon background éducatif, c'est vraiment en restauration. J'ai tout fait, là. Hôtesse, commis, service. J'ai travaillé dans les bars, j'ai fait de la plonge, j'ai fait de la cuisine et ensuite, éventuellement, maître d'hôtel puis directrice de restaurant. Fait que c'est vraiment mon background en restauration, là, en hôtellerie particulièrement, spécifiquement, qui m'a fait baigner là-dedans. Puis après, là, ça va faire 3 ans que je suis à la vente et à la coordination des événements à Entourage sur le lac, mais je suis à Entourage là, depuis presque l'ouverture, depuis 2018. C'est intéressant. Puis est-ce que à la maison, vous parliez que de l'hôtellerie? Est-ce que c'est des sujets, puis tu as appris ton père sur des soupers de famille? Comment ça se passait à la maison? Bien, ça faisait partie de notre quotidien. C'était pas le sujet principal de discussion. Par contre, c'est ça qui dictait où on allait en voyage. Avec la chaîne hôtelière Lowe's, on ciblait nos destinations en fonction de où il y avait des hôtels dans cette chaîne-là. Notre passion pour la bonne bouffe, puis le bon vin, ça l'a aussi souvent dicté nos activités familiales puis les moments qu'on passait ensemble. Mais définitivement, le fait d'être là-dedans tout le temps, ça fait un peu partie de mon ADN, je dirais, là, qui a été transmise de père en fille, mais définitivement, ça fait partie de moi. Là, le service à la clientèle, puis l'hôtellerie, l'art de recevoir, 100%. Moi, j'ai grandi avec des fêtes d'enfants extraordinaires. Mon papa qui nous organisait des fêtes là, vraiment mémorables que moi et mes amis, on se rappelle encore. Oui, vraiment, ça faisait partie de notre bulle familiale, là, tout ça. Sans être le sujet principal, ça se faisait vraiment naturellement. Je pense que c'était peut-être que ça l'était, puis que toi et moi, on s'en apercevait pas aussi. Parce qu'on a fait ça. Marcel a fait ça depuis l'âge de 16 ans. Moi, depuis l'âge de 16 ans, bien sûr que j'ai ouvert quelques sentiers, mais on a voyagé beaucoup aussi parce que, bon, au-delà du travail et au-delà de ma passion pour le vin, j'adore aussi, nous adorons tous, la famille, voyager. Donc, on voyageait énormément. J'avais les opportunités avec la chaîne Lowe's de le faire. Les enfants nous suivaient. On faisait des bons restaurants. Ça a toujours été nos intérêts communs ont toujours gravité autour de l'hospitalité, l'accueil, recevoir à la maison, être reçu, bien manger, bien boire. Alors, c'est sûr que les sujets de conversation tournaient autour de ça souvent, échanger des recettes, parler d'un vin, etc., etc. Mon père était dans la restauration. Mon père était pour la chaîne qui n'existe plus, la chaîne Marie-Antoinette, qui était aujourd'hui, on peut comparer un peu peut-être à la chaîne des rôtisseries Saint-Hubert. Alors, il y en avait partout en province. Et puis, c'était un restaurant familial. Alors, mon père était à la direction, dans l'équipe de direction de cette chaîne de restaurants-là. Alors, même moi, je suis le dernier de 7 enfants. Alors, il nous a quittés jeunes, mais je ne l'ai pas nécessairement connu beaucoup, mais c'est sûr que dans mes gènes, j'avais cette envie de continuer de continuer de promouvoir la restauration et d'en vivre, effectivement. Là. Fait que c'est vraiment une passion qui vous habite puis qui a suivi de génération en génération particulièrement. Oui, puis je dirais que, au-delà de mon parcours académique, j'ai eu la chance d'avoir un mentor extraordinaire là, pour Gontran Giguère dans le domaine. C'est une légende à Québec. Là, tout le monde connaît Gontran, puis Gontran connaît tout le monde. Là. Aller en événement avec mon père, ça avance pas vite. Là. On se fait arrêter souvent par des gens qui connaissent. Fait que pour moi, ça l'est encore, là, mais ça a été vraiment un privilège de voir comment mon père excellait dans son domaine, puis comment ça allait bien. Puis ça a été une grande source de motivation pour moi. On en parlait un petit peu avant off-cam. J'ai été
je serai toujours, mais j'ai été longtemps la fille de Gontran. Là. Tu sais, je me présentais, puis Marie-Soleil, ah oui, la fille de Gontran. Maintenant, avec les années, j'ai mon réseau, j'ai mes contacts, je suis un petit peu plus établie. Là, avec les années, je suis rendu le père de Marie-Soleil. OK, ouais, c'est bon. C'est bon. Bientôt. Et effectivement, quand tu es passionné, comme vous l'êtes dans ce que vous faites, comme nous le sommes dans ce qu'on fait, c'est facile. C'est facile d'avancer, c'est facile de performer, c'est facile d'exceller parce que tu n'as pas l'impression de te forcer. Tu ne joues pas un rôle. Tu fais juste faire ton travail. Puis comme tu aimes tellement ça, ben, tu le fais bien. Puis souvent, sans t'en apercevoir, mieux que les autres, parce que peut-être que les autres, ils n'ont pas nécessairement ça en eux, cette passion-là, qui est vraiment viscérale. Je veux dire, je vais avoir passé, c'est un métier qui est dur, un métier qui demande une disponibilité presque sans limite. Alors, il y en a beaucoup qui baissent les bras puis qui abandonnent. Avec raison aussi, quand tu commences à fonder une famille. Moi, j'ai une femme extraordinaire qui a pris soin de Marie-Soleil et de Charles-Olivier, mon garçon, alors que moi, je n'étais pas toujours au travail, mais souvent au travail. Alors, c'est vraiment, moi, c'est ce que je dis aux jeunes, il faut vraiment que tu aimes ça. Faut pas que tu veuilles le faire pour les mauvaises raisons, il faut que tu veuilles le faire pour les bonnes raisons. Servir les gens, faire plaisir, rendre les gens heureux. Si c'est ça qui t'anime, t'es dans le bon métier, effectivement. Fait que je pense que vous êtes vraiment des maillons super cruciaux pour les établissements pour lesquels vous travaillez. Le Bonne Entente, Entourage sur le lac. Si on parle un petit peu de ces établissements-là, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à eux? Est-ce qu'on peut les présenter? Bien, comme l'établissement est beaucoup plus ancien que Entourage sur le lac, on va commencer par le Bonne Entente. Alors, c'est quand même intéressant parce que le Bonne Entente, il y a une réputation, hein? D'ailleurs, les gens appellent encore l'hôtel le Château Bonne Entente, même si ça fait près de 10 ans qu'on a changé un peu la marque de commerce pour le Bonne Entente pour rafraîchir l'image. Les gens nous appellent encore le Château Bonne Entente. Les invitations d'organismes à Québec qui nous connaissent très bien, on voit malheureusement ou heureusement, la conférence se déroulera au Château Bonne Entente, malgré toutes ces années. Alors ça, c'est quand même une marque de commerce qui était très, très forte à Québec. Et puis ça, c'est venu parce que ça fait longtemps que c'est instauré à Québec, à Sainte-Foy, oui, mais à peine à 10 km du centre-ville. C'est le colonel, un militaire, le colonel Mumbrey Hugh Jones, qui était propriétaire du domaine Bonne Entente, en fait, du domaine. Et puis, son petit-fils, dont le nom était également Mumbrey Jones Jr., a décidé en 1946 de devenir aubergiste et puis, avec l'établissement de son père, avec les 12 chambres qui existaient à l'époque, d'investir et puis d'en faire avec les années un établissement de près de 100 chambres. Alors, ça a commencé tout petit. Il n'y avait pas de voisins. Là, maintenant, il y a un quartier résidentiel autour du Bonne Entente. Il faut vraiment entrer dans l'allée pour se rendre à l'hôtel pour découvrir le joyau. Alors qu'avant, du chemin Sainte-Foy, tu le voyais, c'était évident, il n'y avait pas de voisins. Ça fait longtemps que ça existe. Alors, de fil en aiguille, le Bonne Entente s'est vendu à la famille Roberge, entre autres, et le frère de M. Fernand Roberge, qui a acheté l'établissement dans les années 60, lui a élevé ça d'un cran. Il faut savoir que la famille Roberge était également propriétaire d'un hôtel en Estrie et que Fernand Roberge a été, alors que je faisais mon stage, j'en ai fait référence tout à l'heure, a été président, directeur général, mais aussi président du Ritz-Carlton à Montréal. Alors lui, il vivait sur le penthouse au-dessus de l'hôtel avec la verdure et tout ce que ça comporte. C'était vraiment un endroit magnifique. Et ça, je le sais parce que moi, j'ai étudié à l'THQ avec son neveu, Charles Roberge, puis le sénateur, M. Fernand Roberge, a été sénateur au Sénat canadien, bien sûr. Et puis, il y avait 2 filles. Puis ces 2 filles ne se dirigeaient pas vers l'hôtellerie. Puis lui, c'était un passionné de l'hôtellerie. Ses parents l'avaient fait. Lui, il l'avait fait au Ritz-Carlton, l'hôtel iconique de Montréal. Et puis, Charles, son neveu, lui, se dirigeait en restauration, en hôtellerie. Alors, M. Roberge avait un penchant pour Charles, et puis ça nous ouvrait des portes au Ritz-Carlton. Ça fait qu'on est allé visiter l'hôtel, on est allé visiter son appartement qui était magnifique avec les jardins sur le toit. C'était magnifique. Alors, c'est lui
c'est son frère, donc, qui a acheté dans les années 60. Et puis, finalement, il y avait des rénovations à faire. Ça, c'est cocasse comme fait, mais c'est important de le savoir. Il y avait des rénovations importantes à faire. Il a demandé à un entrepreneur de Québec, M. Hervé Pomerleau, de venir voir puis d'évaluer les coûts pour les rénovations. Et puis, M. Roberge, dans le temps, commençait peut-être à être fatigué un peu de faire ce qu'il faisait. Alors, il s'est dit, il a dit, bon, ben comme ça, tout bonnement, si vous connaissez quelqu'un pour poursuivre, pour acheter le domaine, l'hôtel, moi, je serais partant pour vendre. Et à brûle pour point, du tac au tac, M. Pomerleau dit, je serais peut-être intéressé, moi. Et M. Pomerleau est venu pour faire de la rénovation et il a acheté l'hôtel. Hervé Pomerleau. Alors, le père et le fondateur de Construction Pomerleau qu'on connaît aujourd'hui comme étant la plus grosse compagnie de construction au Québec, puis et même peut-être même au Canada. Alors, c'est comme ça que le Bon Entente... Et là, c'est vraiment avec les investissements de M. Hervé Pomerleau, c'est que le Bon Entente s'est développé et... c'est le Bon Entente qu'on connaît aujourd'hui. Oui, c'est ça. Il s'est épanoui, qui est devenu un hôtel de luxe petit à petit, parce qu'on ne devient pas un hôtel de luxe, on ne devient pas d'un 3 étoiles à un 5 étoiles du jour au lendemain, ça se travaille d'année en année, mais c'est en investissement, dans les ressources matérielles, mais dans les ressources humaines aussi, engager les bonnes personnes, faire les bonnes formations pour éventuellement devenir un hôtel 5 étoiles. Et puis, il y a eu des ajouts, des rénovations, la section Urbania qui s'est ajoutée il y a près de 20 ans. Et là, il y avait un investissement majeur. Alors, il a fait appel à des gens, des amis de la Beauce. Et c'est là que le M. Dutil de Canam-Manac est embarqué dans l'aventure aussi. Alors, l'entreprise était très beauceronne. M. Pomerleau, M. Dutil, ils ont investi des sous, ils ont construit l'aile d'Urbania avec l'agrandissement de la salle de bal, le foyer de la salle de bal, etc., etc. C'était un investissement de près de 20 millions dans le temps. Alors, c'était majeur pour un petit hôtel, si on veut, de Québec. Et puis, on est aujourd'hui un hôtel de luxe, 5 étoiles, avec 150 chambres, donc à offrir à notre clientèle et 15 salles de rencontres, de réunions et de mariage également. Quand même une belle histoire. C'est quand même impressionnant. Quand même une belle histoire. De savoir ces histoires-là, parce que c'est très rare que quand on visite un hôtel, on n'est pas conscient de ce parcours historique. Exactement. Quand tu rentres dans le Bon Entente, je m'excuse de t'interrompre, quand tu rentres dans le Bon Entente, moi, j'explique aux gens, les nouveaux clients qui ne nous connaissent pas, ça, c'est la partie originale. Mais la partie originale, c'est à 12 chambres, c'est tout petit. Wow. Alors là, il y en a 155, alors avec la salle de bal et tout. Alors, on est loin de la partie originale. Mais toutes les boiseries, les vieilles boiseries d'antan sont encore là et puis ça donne un cachet exceptionnel à l'établissement. Clairement. Absolument. Puis Marie-Soleil, toi, au niveau d'entourage, ça part de où? C'est récent quand même, Entourage? Entourage sur le lac, c'est récent, oui. La construction et l'ouverture a été fait en 2017. Donc oui, c'est nouveau pour un hôtel. C'est vrai qu'à l'endroit où il y a Entourage présentement, il y a eu pendant des années des hôtels ou des établissements hôteliers. La plupart étaient des établissements familiers, des business opérés par des familles, dont le plus récent qui était le Manoir Saint-Castin, qui était vraiment emblématique, là, iconique au Lac-Beauport pendant presque 70 ans là, quand même. Initialement, l'objectif du Manoir Saint-Castin, c'était d'attirer les riches Américains pour venir passer des week-ends au bord du lac, au Lac-Beauport, puis de faire vibrer un petit peu la ville, qui s'est depuis le temps évidemment beaucoup développée, là, puis qui attire maintenant toutes sortes de gens. Entourage sur le lac, donc le Manoir Saint-Castin a été mis à terre complètement pour reconstruire à neuf avec des nouveaux investisseurs puis une nouvelle gestion complètement. Entourage sur le lac a vu le jour. C'est un concept de condo-hôtel. Donc, il y a on a nos propriétaires qui partagent aussi le Bon Entente. Et on a aussi des copropriétaires. Donc, chaque chambre, chaque unité là, a un propriétaire. Donc, on a environ, dépendant là, des achats puis de la vente, là, mais environ 120 à 130 là, 100 copropriétaires sur nos 166 chambres. Donc, certains en ont plusieurs. Là. C'est sur un terrain de 5 acres, là, donc dont une façade au complet est face au lac avec notre plage privée. C'est un super beau resort. C'est absolument magnifique. Puis c'est un concept très moderne
inspiré par la nature. Donc, le lac, les montagnes. On est entre 2 montagnes de ski aussi. Donc, on attire une clientèle de villégiature, mais aussi une grande clientèle corporative. Et c'est un endroit parfait pour les mariages. Autant d'été que d'hiver, qu'à l'automne, les couleurs dans les feuilles, ça doit être magnifique. C'est vraiment magnifique. Il y a quelque chose de vraiment spécial puis de magique à l'entourage. Puis c'est pas juste un hôtel et un resort, c'est vraiment un concept. Fait que, toutes nos offres de services, les décisions qu'on prend, notre image de marque, tout ça, c'est basé sur notre concept qui est axé sur le bien-être, là, puis le concept wellness. Là. Fait que c'est quelque chose de quand même unique aussi là, à Québec. Il y avait des gens d'affaires qui doutaient lors de la vente sur papier. Ça s'est vendu sur papier, ce projet-là. Il y a des gens qui doutaient de la réussite d'un tel projet, puis finalement, ces gens-là ont eu tort, puisque ça fonctionne extrêmement bien, puis vous performez très bien à tous les niveaux. Puis l'hôtel est magnifique. Moi, je ne vais pas assez souvent, mais toutes les fois que j'y vais, j'ai un frisson. C'est vraiment un bel établissement. Marie-Soleil mentionnait quelque chose d'important que j'ai oublié de moi-même de vous mentionner. Ça, c'est vraiment un écart de génération aussi. Quand on parle de 5 acres, moi, je parle de 400 000 pieds carrés de terrain. Le Bonne Entente, je m'en veux d'avoir oublié d'en parler, mais c'est un hôtel qui possède un terrain, incluant bien sûr la bâtisse, les meubles, de 400 000 pieds carrés de terrain en ville. Alors ça, il n'y en a pas beaucoup, là. Moi, j'ai travaillé pour des établissements. Tout à l'heure, je vous l'ai dit, il n'y en a pas un de ces établissements-là qui possédait 400 000 pieds carrés de terrain. Oui, Concorde, il y avait les plaines à côté, mais tu ne peux pas faire ce que tu veux sur les plaines d'Abraham. Bien que c'était un beau terrain de jeu, on était quand même limité. Le parc Jeanne d'Arc qui était à côté, on essayait de faire des choses, mais on était très limité par Parc Canada, alors qu'au Bonne Entente, c'est chez nous. Alors, ça, c'est très vendeur également pour les gens qui veulent venir se marier dans un établissement urbain, mais avec également tous les espaces verts nécessaires. Ouais. Puis, parlant de mariage, qu'est-ce que vous aimez le plus quand vous plongez dans l'organisation d'un mariage? Moi, c'est les gens. Moi, j'adore les gens. J'adore les rencontrer du début à la fin. Mon rôle est un peu différent de celui de Marie-Soleil au Bonne Entente. Mais moi, j'aime ça m'impliquer, puis j'aime ça m'impliquer beaucoup. Alors, moi, les gens vont venir me rencontrer pour visiter l'hôtel. Ils ne nous connaissent pas. Eux, ils nous ont rencontrés dans un salon de la mariée, etc. Bientôt au salon La Belle Mariage. Mais ils viennent nous rencontrer. Oui, on s'est vus. Oui, le contact a été bon. Vous avez un établissement qu'on croit qui va répondre à nos attentes. Je les prends de là. Je leur fais visiter l'hôtel. Je leur montre notre produit. Je suis moi-même sincère, simple, avec mon lot de connaissances. Le lot de connaissances de ce qu'on peut faire, mais également, on en parlait tout à l'heure avant le tournage, tout ce qu'on ne peut pas faire aussi. C'est aussi important de savoir ce que tu ne peux pas faire que ce que tu peux faire. Alors, ça t'amène à vendre à livrer ce que tu vas vendre finalement. Absolument. C'est important. C'est très important. Alors, ça va également avec l'expérience. Alors, je leur vends ce qu'on est capable de livrer. Ensuite, j'ai un bon taux de succès. Alors, ils signent chez nous. Et puis, par la suite, je vais faire la coordination de tous les détails. Puis, souvent, moi, j'aime ça m'assurer que ce que j'ai vendu va être livré. Bien, je vais passer quelques heures sur place le soir du mariage pour m'assurer qu'on livre bien la marchandise. Puis ça, je trouve que ça fait la différence. Ça fait la différence. Puis les gens, quand je les rencontre, je leur dis pas au tout début, c'est trop prématuré. Mais lorsque j'ai 1 ou 2 réunions de coordination, puis là, ils me demandent, puis M. Giguère, puis moi, je leur dis, écoutez, moi, c'est Gontran, là, je veux dire, vous pouvez m'appeler Gontran. Là. Alors, et puis, Gontran, allez-vous être là le soir de notre mariage? Puis, c'est parce qu'ils me le demandent, puis que ça me fait plaisir, puis que je veux que tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai prévu soit réalisé, et même plus, ben, je suis là. Puis c'est là qu'on ferme la boucle et puis qu'on rend l'événement encore plus magique que ça ne l'est. Là. Puis c'est là la différence de travailler avec des gens qui ont le cœur au ventre. Puis tu sais, ça, c'est... Je le dis tout le temps, moi, des fois, je me fais poser la question, pourquoi tu travailles un samedi? Tu as des employés, tu pourrais
Non, c'est impossible. Là. Ça fait 1 an que je travaille sur ce projet-là. Je l'ai ficelé du début à la fin. J'ai fait les plans. On a confectionné le décor. J'ai parlé avec les clients. Je ne vais pas aller voir le résultat final. Tu peux pas rester chez toi le soir du mariage en écoutant... Je veux voir le résultat final. C'est important pour moi. Je veux voir, ce qui a fonctionné, ce qui est amélioré, qu'est-ce qu'on fait de différent la prochaine fois. Mais c'est important. Puis c'est ce qui crée le petit ouf que tu as envie de recommencer la fois d'après. Là. Fait que c'est super intéressant. Puis les clients sont reconnaissants et puis ils vont nous donner une belle tape dans le dos puis nous dire... nous remercier, mais sincèrement, te regardant dans les yeux, puis en te collant, le marié qui va te faire un gros hug, va dire, bon, mais vraiment, là, merci. Tu as fait la différence. Tu as été une partie de la solution, puis tu as fait la différence pour notre mariage. Et ça, dans le travail qu'on fait, Marie-Soleil et moi, et vous également, ça vaut cher, c'est très valorisant, mais c'est pas donné dans toutes les professions, tous les métiers. D'avoir un retour assez direct, des fois même très direct, et vraiment, vraiment motivant comme ça. Et ce moment de reconnaissance-là, on dit ça, ça fait cliché, dire ça fait partie de la paye. Mais c'est pour ça que moi, je le fais depuis 40 ans, puis que je m'y plais encore autant. Moi, je vais surfer un petit peu là-dessus, ce qui distingue vraiment l'organisation, parce qu'en tant que cordeau dans un établissement hôtelier, on fait pas juste des mariages, on fait du familial, on fait du corporatif beaucoup aussi. Ce qui distingue le mariage, puis ce que je préfère, c'est le côté humain, la connexion, puis l'émotion. C'est tellement émotif, puis tellement personnel, un mariage, que c'est un privilège de participer au succès d'une journée aussi importante pour quelqu'un. C'est une journée, les futurs mariés vont se rappeler de cette journée-là toute leur vie. Puis toi, tu es un joueur dans le succès de cet événement-là. Ça, en corporatif, c'est pas la même chose, tu sais. Fait que le côté connexion puis émotif est super important. Puis les mariages s'organisent d'avance. Fait que c'est sûr qu'il y a un lien qui se crée là, très, très personnel avec ces personnes-là. Un peu comme toi, on travaille avec un concept là, entourage de One Stop Manager pour les mariages. Donc, moi, je fais la vente, la coordination avant événement, puis la coordination sur place aussi le jour du mariage. Donc, l'objectif, là, c'est de rendre la journée fluide et sans stress pour les mariés. Même chose pour toute la planification avant. Tu sais, le rôle du cordeau, c'est vraiment de s'assurer d'être le fil conducteur entre tous les éléments, les mariés déjà, les fournisseurs, une fois qu'ils sont arrivés sur place en entourage, l'équipe de cuisine, l'équipe de service, la technique. Donc, d'assurer une fluidité puis une bonne communication là, entre tous ces partenaires-là. Parce que les attentes sont élevées, hein? Les gens qui fréquentent des établissements comme les nôtres, il y a bien qu'on ait des forfaits qui sont super raisonnables et abordables, il y a quand même, ça coûte quand même un prix de base là, qui est quand même, qui peut être pour certains élevé. Alors, les attentes sont très élevées, puis comme Marie-Soleil le disait, il y a 0 point rationnel dans ça, c'est que de l'émotion, de A à Z. Alors, entre le corporatif qui est très rationnel, puis les mariages qui sont très émotionnels, c'est important d'être près d'eux pour justement constamment les sécuriser, puis constamment leur prouver que le choix qu'ils font, même si c'était un petit peu plus cher que ce qu'ils croyaient, mais ils ont tellement fait confiance, sont tellement tombés en amour avec l'individu et le produit, bien évidemment, que c'est quand même le meilleur choix, là. Alors, c'est une bonne responsabilité. C'est une bonne responsabilité, mais quand on le fait avec le cœur, ça donne toujours des résultats qui sont positifs. On parlait d'attente élevée, contrairement à un corporatif qu'on peut se reprendre d'année en année, s'améliorer. Un mariage, on n'a pas de deuxième chance. Du moins, on souhaite de se marier qu'une seule fois. Ouais. Tout doit être parfait ou comme on l'a prévu, on s'entend, c'est important. Tout à fait. Oui, tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison. Puis le corporatif, c'est un peu la même chose. Eux, c'est rationnel aussi, là. Ils ont un message à faire passer à leurs membres, par exemple. Alors, ils vont prévoir une bonne communication de l'audiovisuel, etc. Mais ça va être plutôt froid, là.
parce qu'ils ont un message à faire passer, puis c'est comme ça. Alors que le mariage, on est tous au froid, donc c'est très chaud. Alors, c'est ça, c'est la grosse différence, oui, effectivement. C'est intéressant ce que tu dis parce que oui, c'est un événement qui arrive juste une fois. D'où l'importance d'être préparé. Je pense que, on parlait du rôle là, de la coordination dans un hôtel. Je pense que la clé, c'est d'avoir un plan B puis un plan C, puis d'avoir bien communiqué ce plan B puis ce plan C-là. Parce que c'est sûr que si tu choisis entourage, par exemple, pour ton mariage, c'est parce que tu veux te marier face au lac puis faire ton cocktail à l'extérieur et prendre tes photos sur le quai ou aller faire un tour de ponton. C'est entre autres. Ouais, c'est entre autres pour ça que tu choisis un établissement comme entourage sur le lac. Fait que s'il pleut la journée de ton mariage, il faut que ça ait été discuté, puis il faut que ça ait été visualisé, puis que si on a cette décision-là à prendre, on sait à quoi s'attendre, puis ce ne sera pas une aussi grosse déception parce que tu t'es imaginé aussi dans ce plan B-là et ce plan C-là. Puis un des gros avantages, un des nombreux avantages de se marier en entourage, c'est le plan pluie. On l'a vécu ensemble d'ailleurs. Absolument. C'est un plan B vraiment pas plate. On a un grand corridor avec des vitres de gauche à droite, plafond plancher, une belle lumière naturelle, puis on a quand même la vue sur le lac, même si on a à faire notre cérémonie puis notre cocktail à l'intérieur. Fait que ça, c'est un gros plus. Là. Tout à fait. Qu'est-ce qui différencie justement un mariage d'entourage sur le lac au Bonne Entente? Bien, c'est deux produits absolument différents. Moi, j'ai envie de dire que un gros avantage qui nous différencie non seulement du Bonne Entente, mais je pense de d'autres établissements, c'est l'exclusivité. Fait que nous, lorsqu'un couple de futurs mariés choisit Entourage sur le lac, on statue sur une date, c'est le seul mariage à Entourage cette journée-là, si c'est pas le seul événement. Peu importe le nombre de personnes, la salle de bal t'est réservée en exclusivité, c'est ta journée. Fait que ça, je pense que c'est dans mon pitch de vente là, avec les futurs mariés, ça fait une grosse différence de se sentir privilégié puis d'avoir toute l'attention des équipes aussi d'événements cette journée-là. Tous les regards, là, puis toute l'attention est tournée vers ton mariage. Fait que ça, c'est une grosse différence versus au Bonne Entente où, comme vous avez plus de salles et plus d'espace, de cérémonies aussi, bien, vous avez plusieurs mariages parfois en même temps. Oui, c'est ça, effectivement. Chez nous, la clientèle va être différente aussi. Chez nous, on va avoir, comme on a une histoire, on a un passé, les gens nous connaissent. Les gens vont venir nous voir, les gens de 30 ans vont venir nous voir et nous dire, nous, on aimerait se marier ici parce que nos parents se sont mariés ici. Wow. C'est fou, là. Ça arrive peu. Ça arrive peut-être dans un autre hôtel de Québec, puis, mais ça ne peut pas arriver ailleurs là, parce qu'il faut que tu existes depuis... nous, on est là depuis près de 80 ans. Alors, c'est magnifique. Alors, les gens viennent d'abord pour le site, également notre espace, nos espaces verts, nos espaces de vie, les terrasses, les endroits de cérémonie. On a 3 superbes endroits pour les cérémonies. Puis on a également tous les espaces pour les plans B. Alors, ça aussi, c'est sécurisant pour les mariés de savoir qu'ils peuvent se marier dehors parce que quand ils cherchent des hôtels, quand ils nous choisissent, que ce soit Entourage, que ce soit le Bonne Entente, ils nous choisissent, on le sait, d'abord et avant tout pour nos espaces extérieurs. Les gens veulent à 100% se marier dehors, puis là, après ça, il faut être raisonnable, puis il faut prendre une décision commune le jour même pour le faire à l'intérieur ou à l'intérieur, dépendamment de l'envergure du mariage, puisqu'il y en a de toute grandeur des mariages. On a des nano-mariages, des petits mariages, 10, 12, 15, des gens de mon âge qui, des fois, c'est leur premier, souvent, c'est pas le cas, mais ils viennent se marier chez nous à 60 ans, des micro-mariages, alors 30, 40, on a des salles adéquates pour ça, et des mariages de 100 personnes et plus où on va mettre dans la salle de bal. Et pour tous ces gens-là, on va avoir des espaces, on va avoir des plans B, même s'ils se marient tous le même jour. Alors, contrairement à Entourage, comme on a une quinzaine de salles avec lesquelles on peut travailler, on peut accueillir 3 mariages. On en a déjà fait 4.
sans que personne se voie parce qu'on est capable de coordonner les heures de cérémonie, les heures de cocktail, etc., pour que personne se voie ou que personne se pile sur les pieds. Ils vont se voir, ils vont s'entrevoir, puis ils vont juste trouver ça agréable. Mais pour assurer une harmonie là, dans l'exécution de ces mariages-là. Un fait cocasse à noter, c'est que des grosses années au Bonne Entente, les années que j'ai vécues au Bonne Entente, les grosses années, on pouvait faire jusqu'à 40 mariages. Alors, c'est sûr qu'il faut en faire les samedis plus qu'un. Alors, il y en avait le vendredi, il y en avait le samedi. Mais le Bonne Entente existait bien avant moi. Et il y a des années où le Bonne Entente a fait 70 mariages. Okay. Les gens se mariaient le jour. Il y avait des mariages le jour, le midi, puis on refaisait la salle. Je n'étais pas là, mais les gens qui étaient à l'époque au Bonne Entente refaisaient la salle, remontaient la salle, puis ils faisaient un autre mariage dans la même salle le soir. Si on ne voit plus ça, là, c'est fou. Là. Mais ça se faisait 70 mariages par année. C'était beaucoup de travail. l'hôtel, un des hôtels ou sinon l'hôtel où les gens voulaient se marier. Là. C'était effectivement beaucoup de travail, mais c'était très intéressant aussi pour les propriétaires d'antan. Un autre, c'est intéressant ce que tu dis, puis une autre différence entre un mariage en entourage puis un mariage au Bonne Entente, c'est que comme nous, notre saison de mariage se remplit extrêmement vite, compte tenu du fait qu'on en prend un par jour. On en fait les vendredis et les dimanches parfois. Il y a moins de demandes, mais des samedis, il n'y en a pas beaucoup dans l'été. Entre la Saint-Jean et la fête du travail, puis le week-end de l'Action de grâce. Notre saison se remplit vraiment vite. Donc, nous, on n'a pas de forfait nano-micro. Donc, on prend des mariages pour un samedi minimum de 100 invités parce que la demande est vraiment forte puis on n'a pas beaucoup de places disponibles. Puis les vendredis et dimanches, là, un minimum de 50 invités là, est requis. Là. OK. Puis c'est quoi les plus grandes demandes ou les demandes qui reviennent le plus souvent des gens qui veulent se marier dans un établissement qui offre justement des chambres, donc un hôtel, par exemple? C'est parce qu'ils veulent tout sous le même toit. Cérémonie, cocktail, réception et hébergement. Donc ça, c'est ce que se marier à l'hôtel offre. Moi, dans les demandes qui reviennent le plus, c'est bon, effectivement, d'avoir tout ça sous le même endroit, de savoir si le service de coordination est disponible la journée du mariage. C'est pas tous les mariages qui font appel à une wedding planner. Ceux qui n'en ont pas, ben on remplace pas un wedding planner. Par contre, on les accompagne définitivement plus. Puis on les conseille plus, puis on les dirige plus. Tu sais, personne pour gérer ta cérémonie puis tes timings. Le montage le jour de ton mariage, c'est angoissant, là, c'est sûr. Fait que, tu sais, est-ce qu'il y a quelqu'un de disponible pour nous aider la journée du mariage? Et puis, souvent, on a quand même des demandes pour du sur-mesure. Là. Quoique, nous, on offre quelque chose de clé en main, ce qui est très apprécié d'ailleurs dans un hôtel. Là. Fait que, un forfait clé en main qui inclut les frais de location, la nourriture, la boisson, les différents espaces de cérémonie et cocktails. Ça, c'est définitivement une demande. Ça donne moins envie de converger vers du sur-mesure, quoique c'est possible, là, mais quand tu as un forfait qui est vraiment complet, habituellement, les gens ont tendance à aller vers ça. Bien, effectivement, oui, c'est tout à fait ça. Puis c'est la même chose chez nous. Les gens veulent savoir combien ça va leur coûter. Fait qu'ils veulent, avant même de signer, bien évidemment, ils veulent savoir combien ça va leur coûter. Alors, un forfait qui inclut 50% ou 70% des éléments nourriture et boissons, hébergement, ça leur convient. Alors, eux sont capables de se faire un budget, ça coûte tant par personne, fois 100 invités, ça nous coûte tant, mon amour. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Ça rentre-tu dans notre budget? Oui. Puis après ça, bien sûr que les tankaillettes, hein? C'est comme quand tu fais de la rénovation de ta cuisine. Exactement. Tankaillettes, bien là, c'est là qu'il y a moyen de vendre plus. Et puis, c'est là que les wedding planners entrent en jeu. Puis, leur rôle est important pour pas juste rajouter des éléments, c'est vraiment augmenter l'expérience. C'est plutôt ça. C'est vraiment d'augmenter l'expérience puis de faire d'un événement que tu avais prévu de la façon X,
puis que ça te convenait de l'avoir de cette façon-là, ben de la faire livrer de la version Y, ça va complètement dépasser tes attentes, puis dire, écoute, je m'attendais au plus beau jour de ma vie, mais c'est au-delà de mes espérances. Puis ça, c'est un travail d'équipe avec vous, puis avec l'établissement choisi là, sur place. Là, c'est vraiment ça, ouais, effectivement. Puis est-ce qu'il y a un nombre de chambres minimum requis par rapport au forfait que vous offrez? Est-ce qu'ils doivent absolument dormir sur place? Ça, c'est un gros avantage. Là. Nous, étant un resort qui marche à fond la caisse en plein été, on n'exige pas un minimum de nuitée. La plupart en prennent. Là. L'avantage, c'est de ne pas avoir à conduire, de pouvoir offrir ça à tes invités, de ne pas avoir à prendre le volant après une soirée festive. Définitivement, c'est agréable, mais si tout le monde vient de Québec, ça se peut là, que les gens retournent à la maison. Nous, on n'exige pas de minimum de chambre obligatoire là, avec nos forfaits mariage. C'est la même chose pour nous. C'est, les mariages se font en haute saison, majoritairement. Bon, il y en a quelques-uns en mai, quelques-uns en juin, de moins en moins en juillet. Les gens sont partis en vacances. Les invités des mariés ne sont pas là, sont en vacances. Alors, ça se fait de moins en moins en juillet, alors qu'avant, juillet, c'était un gros mois. Ils reviennent en août, c'est encore la haute saison. On n'exige pas un nombre de chambres minimum, bien que les gens, quand ils viennent chez nous, naturellement, ils viennent, oui, effectivement. C'est pas rare que la mariée vienne de Québec, ils sont rendus à Montréal, ils font ça à Québec, puis les gens viennent de l'extérieur, puis ils couchent chez nous. On était très accessible à la sortie des ponts. Alors, sans l'exiger, il y a toujours un petit bloc de chambre qui vient avec l'événement, effectivement. Tout à l'heure, je reviens sur les demandes les plus fréquentes des clients. J'ai quelque chose qui est important pour nous, puis ça devient des fois un enjeu, c'est le montage. Les gens, comme nous, on peut faire des mariages le vendredi, Entourage aussi peut le faire, ils en font peut-être un petit peu moins. On peut faire des mariages le vendredi. Les gens veulent tout de même, ceux qui se marient le samedi, parce que c'est la journée la plus populaire de la semaine pour se marier, eux autres, c'est sûr qu'ils aiment avoir la salle le plus tôt possible. Hein? Alors, pour la préparation, la mise en place, que ce soit les fournisseurs, que ce soit eux, parce qu'ils ont des bénévoles, ils ont de la famille qui va venir les aider, ils ne veulent pas se garder ça pour le jour même, etc. Ça devient un enjeu d'avoir la salle la journée précédente, la soirée précédente. Alors, mais ça se négocie, on se parle. Et puis, si effectivement, on est capable on est toujours capable de s'entendre, mais si on se dit les vraies choses, puis comme on fait tout le temps, on ne peut pas le promettre 18 mois avant que la salle va être disponible la veille, mais plus on va s'approcher de l'événement, plus on va être capable de leur dire que oui, ça se fait, ça va nous faire plaisir de le faire avec un frais X ou même sans frais si effectivement on n'a pas de demande, puis que même nous, ça va faire notre affaire parce qu'on va déjà nous-mêmes monter la salle d'avance pour se garder du temps pour faire autre chose le jour du mariage. Alors, ça, c'est quand même une demande qui est fréquente. La disponibilité de la salle. Mais moi, je me fais souvent poser cette question-là parce que, bon, moi, je m'occupe de faire le décor, bien donc sûr. Je suis là lors du montage. Mais moi, souvent, je leur dis, quand tu as besoin de la salle la veille, c'est que tu souhaites justement faire participer tes amis, ta famille, puis tu veux faire un peu ton décor toi-même. Mais quand tu t'entoures de fournisseurs, moi, je suis vraiment le mot que je dis, l'ordre que je dis à tout le monde, c'est je vais jamais faire le montage la veille de ton événement. Je vais toujours le faire la journée de l'événement. Fait que souvent, ça, ils trouvent ça intéressant, les hôtels, parce que nous, on va venir la journée du mariage. On n'a pas besoin de la salle la veille. Fait que des fois, ça rassure les clients de savoir ça. Pourquoi? Parce que moi, j'aime la finition. Je suis la dernière personne qui veut voir ton décor fini. Donc, si je fais ton décor la veille de ton mariage, puis que les fleurs sont là, puis qu'ils ont eu chaud durant la nuit, puis qu'ils sont fanés le lendemain matin, ils vont être fanés à l'événement. Tout à fait. Si on a passé la balayeuse pour laver les tapis de la salle pendant la nuit ou pendant la soirée, puis que les ourlets de mes nappes ont été bougés, peut-être que personne ne va le voir puis que les ourlets de nappe, la finition ne sera pas parfaite. Fait que ça fait partie des petits détails. Fait que oui, c'est bon de le dire des fois à la salle, mais ça dépend. Quand il y a un designer, quand il y a quelqu'un qui est là et qui se charge du décor, souvent, on a toute la préférence que ce soit la journée même pour être la dernière personne, en fait, qui va avoir passé après. Puis pour le service, des fois, on discute ensemble. On a eu à faire des mariages ensemble, mais comment on place
la coutellerie, par rapport aux sous-assiettes, par rapport à l'emplacement sur les tables. Ça permet justement une belle cohésion d'équipe, puis ça permet qu'on soit là ensemble la journée du mariage. Oui, puis Anne-Marie, je m'excuse. Anne-Marie, je m'excuse de t'interrompre. Je vais me servir de ces arguments-là pour leur dire On prend des notes. c'est pas du tout nécessaire d'avoir la salle la veille. Non. Il faut travailler avec les bonnes compagnies, les bons wedding planners. Eux, ils préfèrent avoir la salle le matin même du mariage. Absolument. Ben, c'est réaliste aussi, il faut le dire. C'est pas nécessaire. J'ai aussi la demande, là, souvent des mariés, mais c'est pas nécessaire d'avoir la salle la veille. On a suffisamment de temps. Faut les rassurer, puis c'est réaliste. C'est pas nécessairement un enjeu d'avoir sa salle la journée même. Ça, on est bien entouré de fournisseurs. Dans le mariage standard régulier. Exactement. C'est sûr que là, si on est rendu à faire des suspensions, à tapisser les murs puis à changer les luminaires, bon, là, non, on absolument. parle un mariage dans une autre place. Ça, c'est exceptionnel. Exactement. Quand on parle d'un standard, oui. c'est ça. Nous, c'est notre travail, tu sais, de gérer ces timings-là. Un marié, parce que la mariée, souvent, on la voit pas la journée du mariage. On se croise à l'heure de la cérémonie, tu sais. Le marié passe ou, tu sais, une demoiselle d'honneur passe dans la salle à, je sais pas, 1h30, 2h, puis il n'y a pas encore d'ustensiles ou de verre sur les tables. C'est normal. C'est correct. On est dans nos temps, tu sais, c'est pas stressant. Fait qu'il faut faire confiance aussi aux professionnels qui travaillent là. J'ai déjà entendu... je suis stressée, là, la salle est vraiment pas finie. Ouais. Inquiète pas, là. Vous entrez en salle à 18h, 18h30, on est dans nos temps. L'habitude, ils le savent pas. Exactement. Fait que rassurez-vous, votre salle va être correcte. Définitivement. On le garantit. C'est la première fois. Pour beaucoup, c'est la première fois. Ils connaissent pas ça. C'est normal qu'ils soient stressés. C'est normal. Ils voudraient voir ça monter justement la veille avec les couverts et les verres d'eau remplis. Là. Oui, Oui. Pour être Le sûr, beurre sur la table. Oui, effectivement. Effectivement. C'est un des gros défis du travail de coordonnateur, de planificatrice, de gérer l'émotion puis la logistique. Tu sais, il y a comme une dualité entre les deux, puis c'est ça fait partie de notre travail, de notre rôle de gérer ça. Et le fait de faire ça sur un an, on a le temps de créer ce lien de confiance-là avec eux. Puis pour moi, c'est l'essence même de mon travail. Moi, je dis à mes mariés, plus que tu m'écris, mieux je me porte. Parce qu'on se fait confiance. On apprend à se faire confiance. Donc, quand je vais te donner un conseil ou mon avis, tu vas me croire. Puis tu vas me dire, c'est beau, je te laisse gérer parce que j'ai enlevé l'émotion, puis c'est tombé dans ma cour. Puis après ça, nous autres, on se parle, puis on sait quoi faire ou quoi dire. Mais c'est tellement important. C'est tellement important dans plusieurs sphères de notre vie, mais la communication, c'est tellement important. Définitivement. De ne pas assumer que le client voulait ça. On n'a pas à assumer quoi que ce soit. On n'a qu'à le demander, puis il va nous le dire. Il va nous décrire ses attentes de façon bien définie, puis c'est plus facile pour tout le monde. C'est plus facile pour tout le monde. Tout à fait. Au niveau des tendances, est-ce que vous avez vu une évolution dans les styles ou dans les façons que les couples veulent vivre leur mariage? Moi, je vois, je constate plein de choses dans les dernières années, mais ce qui me surprend toujours, c'est les jeunes mariés qui veulent encore se marier. C'est encore tendance, se marier. C'est encore, je veux pas dire à la mode parce qu'il y a un côté très symbolique à tout ça, mais je veux dire, il y a encore beaucoup de jeunes couples qui veulent se marier, que c'est encore leur rêve d'avoir un mariage de princesse et tout ça. Fait que ça c'est surprenant. C'est encore vraiment surprenant que cet engouement-là encore pour les mariages. Moi, définitivement, il y a deux choses là, que je remarque plus. Le retour à la simplicité puis à l'élégance. Là. On est vraiment plus dans des décors inspirés par le naturel, des teintes plus neutres. Puis c'est des choix conscients aussi que les gens font. Peut-être d'utiliser des fleurs locales, des matériaux durables. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment chouette. Tu sais, les couleurs plus neutres, du noir et blanc même, qui revient plus à la mode qu'il y a quelques années dans le rose pâle puis tout ça. Le mauve. Oui, c'est ça, le bleu, le rose. Puis la tendance aussi, peut-être parce qu'on a un resort qui est vraiment propice à ça, mais la tendance aussi d'avoir des mariages de type week-end. Fait que d'inviter ton monde le vendredi, de faire un gros barbecue dehors. Le lendemain, tout le monde profite de la plage, de la piscine, vont se préparer en après-midi, la journée du mariage, un gros brunch le lendemain avec toute ta gang. Oui, puis les entourages sont bons. Mais là, au bon entente aussi. Là, mais entourage... Effectivement, c'est une tendance. C'est la même chose chez nous.
Puis, avec le Bonne Entente, notre association avec le golf La Tempête, le club de golf La Tempête, où nous sommes actionnaires, comme c'est un club privé, tu ne peux pas nécessairement aller jouer. Mais si tu couches au Bonne Entente, lors d'un mariage, entre autres, tu peux le faire. Alors, nous, ce qu'on vend, c'est de leur dire, écoutez, faites de votre mariage pas juste la journée la plus belle de votre vie, mais le week-end le plus rempli, d'abord, de votre vie et le plus beau. La prochaine compagnie, le plus beau jour, puis le plus beau week-end. Le plus beau week-end. Je vais me spécialiser, ça va être une autre branche. C'est une très bonne idée. Et puis, donc, les gens, on offre aux gars d'aller jouer, c'est un peu classique, là, mais ça trahit mon âge, mais on offre aux gars d'aller jouer au golf, à La Tempête. Puis aux femmes... D'aller se préparer... d'aller chez Amir Spa. Parce que nous, on a un spa avec 21 salles de traitement à même l'hôtel. Se faire dorloter. Wow. Alors, une journée de spa pour les filles. Vraiment. Alors, la mariée avec ses filles d'honneur, le marié avec ses garçons d'honneur vont jouer au golf la veille. Alors, ça rend le week-end mémorable, bien rempli, effectivement. Et ce que j'ai remarqué, dans des endroits comme chez nous, comme l'entourage également, sans doute, Marie-Soleil, tu seras me confirmer ou infirmer, dans des endroits où on a beaucoup d'espace, où les cérémonies se font majoritairement à l'extérieur, les mariés qui sont propriétaires d'un animal de compagnie vont vouloir également et impérativement que 9,5 fois sur 10 ou même 9,9 fois sur 10, c'est un chien, alors que leur chien fasse partie du mariage. Alors ça, c'est bien important. Alors, moi, je l'ai fait à plusieurs reprises, puis ça ajoutait une petite touche un peu... que nos deux établissements soient pet-friendly, définitivement. Ça aide énormément. Ça aide énormément, effectivement. On arrive à la partie où on a des petites questions surprises pour vous. Donc, question en rafale. On pose une question, vous nous dites la réponse qui vous vient le plus rapidement en tête. C'est bon? Okay. C'est parti. Réponse courte. Votre endroit coup de cœur dans votre hôtel respectif pour se dire oui, donc pour une grande demande? Le balcon de notre suite Lac-Beauport. OK. Ouais, moi, je dirais que c'est la terrasse du Lac-Bas. On a 2 terrasses avec la chute. C'est un endroit magnifique. On a d'ailleurs des bulles maintenant, des bulles qu'on peut utiliser l'hiver comme l'été. On appelle les bulles Laurent Perrier, alors avec des beaux meubles de chez Signature Maurice Tanguay. Alors, dans une bulle, le soir, à la chandelle, sur le bord du lac, ouais, j'avoue. Pense pas qu'Entourage puisse faire mieux. Oh! C'est sûr que sur le bout du c'est une blague dans le soleil. Golden Hour, ça peut être pas pire aussi. Effectivement. Un moment typique d'un mariage à l'hôtel que vous adorez observer. La cérémonie, l'échange des vœux. C'est vraiment ça. Ouais. Ah ouais, moi, je suis quelqu'un qui est très émotif, puis ça vient me chercher. Là. Les gens, je les connais, mais c'est pas de la parenté, mais je les connais parce que, on a communiqué ensemble, on le disait tout à l'heure, une dizaine de fois avant l'événement, puis la journée de l'événement, je suis toujours là, puis etc. Puis quand ça a lieu, le grand moment où ils partagent leurs vœux, puis il y a des fois que c'est vraiment très, 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 très touchant aussi. Là. Il y en a que c'est très bien fait, mais il y en a qu'il y a beaucoup, beaucoup d'émotions. Vraiment. Alors, quand la famille est près d'eux, il y a des enfants impliqués, etc. Moi, ça vient me chercher. Là. Je me recule un peu, puis je m'essuie les yeux en arrière de ça. Puis le dévoilement de la salle aussi. Ceux qui ont la chance de pouvoir le faire, là, de se garder la surprise, ça, c'est vraiment... ça vient nous chercher parce que c'est ce sur quoi on a travaillé le plus fort. Là. Fait que le moment aussi, juste avec les mariés, où on dévoile le décor de la salle, c'est un beau moment. Le plus gros défi logistique vécu? Moi, j'en ai un dernièrement. Ouais. Moi, je dirais que ça a été, puis on s'apprête à le revivre. On est en planif pour un mariage en 2026. D'ailleurs aussi, qui a cette idée-là en tête. Mais on a déjà fait une cérémonie sur un quai, sur une scène, montée sur le lac, dans l'eau. Flottante? Okay. Pas flottante, non. Okay. Ancrée quand même, mais c'est un lac où il y a parfois des motorisés. Fait que le fond bouge un peu. Ça l'avait bougé avant la cérémonie, légèrement. C'était une scène, c'était pas un quai. Fait qu'on apprend de tout ça. C'est la première fois qu'on faisait ça. Là. Il y avait un piano à queue aussi sur une scène sur le lac. Puis ça l'avait bougé.
un peu avant. Fait qu'il a fallu, c'est du sable au fond, fait que ça avait bougé puis c'était plus droit. Mais ça, c'est la chose où tu peux pas prendre de chance. Tu peux pas perdre ton piano à ton piano. Ni les mariés. Ni ta mariée. Fait que ouais, ça a été un petit moment challengeant. Moi, j'en ai deux. Un hôtelier de Montréal, un directeur général que Marie-Soleil connaît, qui est ami de notre directeur général, qui avait décidé de faire un mariage. Il a pris la bonne décision parce qu'il est encore avec la même femme depuis toutes ces années. Puis ça fait une quinzaine d'années. Il a décidé de faire un mariage d'hiver. Alors, au mois de février. Alors, bien sûr que la température devient un enjeu. Je ne suis pas certain que on parlait de communication, que c'est important. Je ne suis pas certain que la communication avait bien été faite au niveau de la tenue vestimentaire. Parce que le cocktail était dehors, sous le bord du lac. Nous, on avait tout préparé, les foyers, bien sûr, déneigés. On était prêts pour les accueillir, un beau... dans la salle, je fais un aparté, dans la salle, il y avait un beau gâteau en glace, un beau gros gâteau en sculpture de glace. C'était vraiment le thème. Mais il faisait un froid glacial sibérien. Au mois de février, il peut faire froid. Là, c'était froid et humide. La mariée, elle était superbe. Elle avait une cape en fourrure. La cape était toute blanche du cou jusqu'aux pieds. Elle était magnifique, puis elle était très bien vêtue pour la cérémonie. Mais les invités en escarpins, non. C'était presque triste. Et puis, le cocktail on avait prévu le cocktail d'une heure. Cérémonie, ça s'est fait assez rapidement parce que c'était froid, donc 15 minutes. Fait que là, nous, on est prêts dehors à les servir. Alors que 5 minutes après la cérémonie, on leur sert un verre. Tout le monde voulait rentrer. Mais oui. Mais nous, on n'est pas prêts. On n'est pas prêts en dedans, on est prêts dehors. Mais oui. Alors, le temps ça, c'est vraiment la différence entre faire avec des établissements qui sont, ouverts au changement et deux, qui ont l'expertise, puis qu'il faut qu'ils se mettent en mode solution tout de suite. Donc, on a tout transféré parce qu'il y avait un bar de glace pour le bar. C'est vraiment la thématique hivernale. Alors, transporter le bar de glace, là, dans un établissement comme le nôtre qui est à grandeur humaine, on est capable d'utiliser les ressources qui ne sont pas nécessairement des ressources qui sont en restauration, de venir nous aider. Les chasseurs, l'entretien technique, l'administration, habillez-vous, venez nous aider. On a un défi. Ça part. Puis, ça part, on met la machine en mode solution, puis on est capable de livrer la marchandise. Avec un petit délai, mais très peu, puis on a fait ça en dedans, bon, ça a bien été. Alors ça, c'était un défi. C'était un défi, c'est vraiment, 5 minutes avant, 10 minutes avant, on a tous vécu ça, on est capable de se revirer de bord, mais 45 minutes avant, c'était quand même un défi. Mais on l'a fait, puis ça a très bien été, il était très satisfait. Puis c'est là aussi que tu es en mesure de te démarquer. Quand ça va, quand tu livres comme c'est écrit sur papier, ben, tu as fait ton travail. Exact. Quand ils te mettent au défi et que tu réussis à surmonter ces défis-là, là, ils disent OK, wow. Là, vous avez une belle équipe puis ça fait partie de la game. Un deuxième point qui vient d'arriver, ça fait peu de temps. On ne donnera pas de date, on ne donnera pas de nom. Un mariage qui c'est 45 personnes, on va arrondir à 50, qui nous appellent 3 mois avant de se marier, donc vraiment à la dernière minute. On arrange tout ça, ils veulent faire ça dehors, ils voient le Napa Grill en arrière, notre terrasse extérieure, près de la piscine, ils veulent faire ça dehors, jamais voulu voir même le plan B, ça va être dehors. La journée même, une assez belle journée, alors tout est monté dehors, les tables sont montées, les couverts sont montés, puis là on commence, c'est durant la cérémonie. Il y avait une jeune fille qui s'est impliquée dans le dossier, qui n'était pas nécessairement prévue, mais qui a été très utile, qui a été essentielle même. Elle était wedding planner pour un autre mariage. Puis là, elle s'est impliquée un peu. Puis là, c'est elle qui est venue me voir pour dire, M. Giguère, vos mariés, là, parce qu'elle avait vu que notre salle était prête dehors. Tout était prêt. Les couverts sont montés, là. On est prêt à les recevoir, là. Les fleurs, tout, là, tout. Puis elle dit, c'est parce qu'il commence à pleuvoir. Puis là, ça commence à jaser. Ouais, on va faire ça où? Puis je dis, OK. Là, je demande à voir, tout de suite après la cérémonie, durant le cocktail, là, le cocktail, bien sûr qu'on l'a fait en dedans, je demande à voir le marié. Puis là, il hésitait encore. Ben, je dis, là, il faut prendre des décisions. Alors là, j'ai pris la décision. Je dis, OK, là, il faut que quelqu'un prenne la décision. Je vais prendre la décision. On va vous installer ici. On les a mis dans une salle qui n'était pas nécessairement le plan B. Nous, on s'est arrangé pour, comme lui, il était hésitant et puis qu'il voulait
absolument faire ça dehors, puis que nous, on lui imposait de ne pas le faire dehors. Heureusement, parce qu'il n'y a plus à Sio. Alors, on a fait ça dans le Monte Cristo, l'original. Donc, on a remonté. Puis là, j'ai demandé l'aide d'effectivement tout le personnel pour tout prendre ce qu'il y avait sur les tables en bas, puis remonter ça. Mais là, ça, c'est à moyenne encore. Oui. Puis on a fait une salle extraordinaire. Puis il était très, très content de notre réaction. Mais des fois, il faut prendre des décisions. Puis là, il n'arrivait pas à en prendre. Puis là, on a pris une décision. Tu sais, tu parles du décor, mais dans un élément comme ça, où ça nous est tous déjà arrivé, là, il annonce la pluie ou il se met à pleuvoir, il y a des fournisseurs qui pourraient refuser là, de faire ça dehors. La technique, tu en as pour des milliers de dollars. Là. Lui, tu ne peux pas prendre la chance que peut-être ça va arrêter. Là. Il y en a des fournisseurs qui disent malheureusement, moi, là, il y a un nuage qui s'en vient. Moi, je fais pas ça matériel. Le plan B est très important. Il faut être raisonnable. C'est ce qu'on dit quand on rencontre nos mariés. Il faut être raisonnable. On prend une décision. On va prendre une décision commune, mais il va falloir que ce soit raisonnable. Oui. Puis ce que j'entends aussi dans vos histoires, c'est que c'est la collaboration avec toute votre équipe aussi. On a vécu une situation ensemble avec le gâteau qui tombait, là, puis qu'on a dû aller trouver un pâtissier d'entourage pour nous aider pendant, parce que là, la pâtissière n'avait pas le temps d'arriver parce que ce serait ramassé par terre. Mais c'est de dire qu'on travaille tous ensemble pour le bien-être des mariés, puis ça, c'est important. Oui, on travaille pour le résultat. Là. C'est vraiment ça, peu importe où il faut aller cette journée-là, on est là, puis on collabore avec les gens nécessaires. Là. Rapidement, avant de conclure, un détail qu'un couple ne devrait jamais, au grand jamais, négliger. Un détail. Moi, je sais ce que tu vas dire. Je pense que c'est le choix de l'établissement. C'est bon, ça? Oui, c'est pas un détail. Ça me surprend. J'étais sûre que tu allais dire le choix du vin. La musique ou le choix du DJ ou de l'animation, là, toute ton ambiance musicale. Peut-être que ça ne rentre pas dans la catégorie de détail, là, c'est quand même majeur, là, mais pour moi, c'est l'ambiance. C'est une grande partie de la réussite de la soirée passe par l'animation musicale. Ben moi, je te retournerai à la question. C'est quoi, selon toi, le détail que le couple... C'est dur, hein? Ben moi, je vais prêcher pour ma part. Ouais, bien sûr. Planificatrice de mariage. Oui. Je l'ai fait sans planificatrice. J'ai eu beaucoup de regrets. Puis mon chum ne veut pas renouveler nos vœux. Là. Lui, il s'est fait une fois, merci, bonsoir. Mais ça arrive une seule fois. On n'a pas de deuxième chance. Fait que d'avoir quelqu'un qui est un peu distant de... Tu sais, nous, c'est plein d'émotions, on a vraiment le nez dedans, donc d'avoir quelqu'un à l'externe qui nous guide, qui nous conseille, qui rend cette expérience-là sur un an plaisante, puis qui va nous guider vers des bons fournisseurs, pas un DJ qui fait des épluchettes de blé d'Inde. Tu sais, c'est important. Mais je suis vraiment d'accord avec toi. Je suis vraiment d'accord avec toi parce que souvent, ils arrivent, lorsqu'ils essaient de tout organiser eux-mêmes, ils arrivent hyper stressés. Fatigué. Oui. Fatigués, stressés. Puis moi, je leur dis, écoutez, je veux dire, vous allez investir X milliers de dollars. Vous m'avez dit que vous vouliez que ce soit le plus beau jour de votre vie. Mais là, c'est pas comme ça que ça s'oriente. Là, vous en mettez trop sur les épaules, vous stressez beaucoup trop. Alors, je pense que tu as tout à fait raison de déléguer puis de laisser ça à des professionnels qui vont penser à des choses que les mariés ne penseront pas nécessairement et que même nous, on ne pensera pas nécessairement parce qu'on a un champ d'expertise qui est quand même assez large, mais on ne connaît pas tout. Puis ce n'est pas nécessaire non plus parce que vous êtes là pour ces détails-là. Alors, je pense que c'est extrêmement important que les gens utilisent les bonnes ressources au bon moment. Pas la semaine avant, vous appeler et dire « je me marie, puis là, je panique, puis je veux que tu fasses quelque chose ». Peut-être que ça s'est déjà fait, peut-être que ça se fait, puis peut-être que vous le faites. Mais quand ça se planifie, que tu as le temps d'établir une relation, alors ça ne peut pas faire autrement que de bien aller puis de rendre cet événement-là magnifique. J'ai vu des photos tantôt que vous m'avez montrées d'événements que vous avez faits. C'était complètement hors du commun, là. C'est sûr que les mariés, ils ont dû être enchantés puis ils doivent encore rêver à cette journée-là. Ah oui, j'en doute pas. C'était magnifique. Félicitations. Très belle réalisation. Bravo. Merci. Toi, Anne-Marie, de ton côté, plus design, décor, c'est quoi l'élément que tu dirais à ne pas négliger? Oui, ben moi, je suis très vendue fleurs et chandelles. C'est très... Pour moi, là, on parle vraiment juste de décor là, en soi, mais
Je pense que c'est l'ambiance, c'est ce qui va créer le romantisme de tout. Fait que des nappes repassées, tu sais, toute la finition, le détail, c'est important. Oui. Pas nécessairement des nappes achetées parce qu'on va sauver des sous. C'est souvent quand on la voit monter qu'on se dit « Ah, ouais ». Ou que tes maris vont dire « Je vais l'acheter puis je vais les repasser chez moi ». Non. Je le fais même pas moi-même à l'entrepôt, là, repasser toutes les nappes. C'est pas comme ça. Il y en a qui le font. Il y a des gens qui c'est leur spécialité puis qui le font très bien. Exactement. Oui, exactement. Ça arrive sur des cintres avec pas de mauvais plis. Puis c'est ça. On s'entoure de gens... de spécialistes, finalement. Exactement. Ben, ce serait ça le conseil que je pense que collectivement, on a envie de donner à des futurs mariés, déléguer. Oui. Et faites confiance aux professionnels qui sont là pour ça, pour que vous soyez dans le moment présent. Absolument. Oui, tout à fait. Mais sur ça, je vous remercie de vous être porté au jeu, d'être venu partager avec nous votre savoir, votre expérience, où qu'on peut vous retrouver pour communiquer, pour rentrer en contact, pour réserver à Entourage ou au Bonne Entente. Ben, il n'y a rien de mieux que de nous appeler pour planifier une visite. Il y a rien comme venir t'imprégner des lieux puis voir vraiment. Fait que ça serait de nous appeler puis de planifier une visite. Sur le site Internet, vous pouvez faire une demande de rencontre là, ou une demande d'événement ou nous appeler directement pour parler à Marie-Soleil Entourage sur le lac. Et à Gontran, on va l'entendre. Merci. Génial. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir été à l'écoute. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de La Belle Mariage.